L'ordinateur est une machine électrique. Alors, comme toute machine électrique, elle traite des informations correspondant à des tensions électriques. Soit la tension électrique est haute, soit elle est basse dans ces circuits électriques. Donc, l'ordinateur ne traite que des informations qu'on appelle binaires. Le bit, binary digit, peut prendre deux valeurs, soit un qui correspond à une tension haute, U haute, soit le 0 qui est une tension qui est à ce moment-là une tension basse. Ainsi, par exemple, quand vous appuyez sur la lettre A de votre clavier d'ordinateur, eh bien, comment est-ce que l'ordinateur voit cette lettre A? Eh bien, il la voit de la façon suivante. Dans sa case mémoire numéro 1, il a la valeur 0, tension basse. Dans la case mémoire numéro 2, il a la tension basse, tension haute, tension basse, tension haute, etc., etc. Voilà comment sont codées toutes les informations. Quand on code une information en nombre binaire, on appelle ça une numérisation. Vous prenez une photo, c'est un monde analogique, continu. L'ordinateur le transforme en quoi? Qu'on transforme cette photo en quoi? Et bien ensuite de 0 ou de 1. Bien, alors, vous avez l'habitude, vous, d'avoir au bout de vos bras 10 doigts. Vous êtes donc dans un système de numération, attention, système de numération qu'on appelle de position, c'est-à-dire que, par exemple, quand vous écrivez le nombre 482 dans la base 10, que vous avez l'habitude d'utiliser, qu'est-ce que signifie ce 4? Eh bien, ce 4 signifie 4 fois 10 puissance 2, plus 8 fois 10 puissance 1, plus 2 fois 10 puissance 0. Vous êtes dans ce qu'on appelle la base 10. L'ordinateur, lui, il n'est pas du tout dans la base 10. Lui, l'ordinateur, il a quoi? Il a qu'un doigt, celui-là. Soit ce doigt est levé, à ce moment-là, le bit vaut 1, soit il n'est pas levé et le bit il vaut 0. Alors comment est-ce qu'il comprend ce nombre-là? Par exemple, on va prendre un cas plus simple, on va prendre le nombre binaire 1, 0, 1, donc en base 2. Et bien de la même façon qu'on a la base 10 avec 2 qui vaut 2 fois 10 puissance 0, si on est dans la base 2, et bien ce nombre-là, il vaut quoi? Ce nombre 1, il vaut 1 fois, non plus 10 puissance 0, mais 2 puissance 0. Ce nombre 0, qu'est-ce qu'il vaut? 0 fois 2 puissance 1. Plus ce nombre 1 qui vaut quoi? 1 fois 2 puissance 2. Donc ce nombre binaire vaut quoi en base 10? Eh bien 1 fois 2 puissance 0, c'est-à-dire 1, plus 0 fois 2 puissance 1, ça fait 0, plus 1 fois 2 puissance 2, ça fait 4, ça vaut 5 en base 10. Alors, un petit exercice pour vous. Que vaut ce nombre en base 2? Qu'est-ce qu'il vaut en base 10? À vous de le trouver. Puis un autre, là, 1, 1, 1, 1, en base 2. Que vaut-il en base 10? Alors, à vous de jouer. Petite précision. Le système du codage binaire, la numérisation, etc., ce n'est pas votre programme, vous n'avez pas à savoir ça en terminale S, mais bon, c'est un petit plus, ça vous permettra de comprendre un petit peu ces fameux nombres binaires. Bien, reprenons donc ce modèle ici de la base 10 pour ces deux nombres en base 2. Le premier chiffre ici, ce qu'on appelle le bit de poids le plus faible, qui correspondrait à quoi? Aux unités dans le système en base 10. Il vaut quoi? 1 fois non plus 10 puissance 0, mais 1 fois 2 puissance 0. Plus 0 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 2, plus 1 fois 2 puissance 3. Ce qui nous fait 1 plus 2 puissance 2, ça fait 4, plus 2 puissance 3, ça fait 8. 1 plus 4, 5, plus 8, 13. 13, évidemment, en base 10. Nous, quand on écrit 13, on sait que ça, c'est 3 fois 10 puissance 0, et ça, c'est 1 fois 10 puissance 1. Ce chiffre-là, on n'a pas le droit de dire qu'il s'agit de 1101, parce que si on dit 1101, ça veut dire qu'on est déjà
dans la base de 10 en supposant que ce 1 vaut 1000. Alors absolument pas. Ce 1 il vaut quoi? Eh bien 1 fois 2 puissance 3. Celui-ci maintenant, alors c'est le nombre maximum que l'on peut avoir sur 4 bits évidemment puisque tous ces bits valent 1 qui correspondent tous à des tensions hautes. Donc ça nous donne donc 1 fois 2 puissance 0 plus 1 fois 2 puissance 1 plus 1 fois 2 puissance 3 plus 1 fois 2 puissance 2 pardon, plus 1 fois 2 puissance 3, ce qui nous fait 15 en base de 10. Autrement dit, sur 4 bits, on peut coder des nombres de 0 à 15. Il y a donc 16 possibilités différentes de codage quand on a 4 bits pour l'ordinateur. En conclusion, sur le codage binaire, on appelle bit binary digit le plus petit élément d'information stockable par un ordinateur. Le bit ne peut prendre que deux valeurs, 0 pour la tension basse ou 1 pour la tension haute, généralement 5 volts pour la tension haute et 0 volts pour la tension basse. L'opération qui consiste à transformer une information en une suite de bits est appelée la numérisation. Il est parfois utile pour la suite de faire une conversion binaire décimale, mais je le répète, ce n'est pas votre programme de TS. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la première façon la plus simple, c'est de dresser un tableau dans lequel on met un chiffre binaire sur 8 bits, donc un octet d'information. Le poids de chaque bit, eh bien, c'est la puissance de 2 correspondante. Par exemple, ce 1, il a un poids de 2 puissance 0, c'est-à-dire 2 puissance 0, ça fait 1. C'est le bit de poids le plus faible de ce nombre. Le bit de poids le plus fort, il correspond à 2 puissance 7, c'est-à-dire 128. C'est exactement la même chose quand vous avez 487. Ceci, eh bien, ce serait le chiffre de poids le plus faible, vaut 7 fois 10 puissance 0. Celui-ci, 8 fois 10 puissance 1. Et celui-ci, 4 fois 10 puissance 2. Bon, alors, on y va pour ce nombre-là. Essayons de convertir ce nombre binaire en nombre décimal grâce à ce tableau. Le 1, bit de poids le plus faible, eh bien, il vaut combien? On regarde dans le tableau, c'est 1. Celui-ci, il vaut 2. La troisième position, nul. Quatrième position, nul. Cinquième position, nul. Sixième position, 32. Et septième position, 0. Et huitième position, 128. Ce qui nous fait le nombre de 163 en base de 10. Deuxième méthode, eh bien, on utilise les puissances de 2. On sait que ce nombre-là, comme ce nombre-là est 7 fois 10 puissance 0, ce nombre-là est 1 fois 2 puissance 0, puisqu'on est en base 2. Donc ça fait 1 fois 2 puissance 0, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 0 fois 2 puissance 0, 2. N'oubliez pas de mettre même les zéros, sinon vous allez vous tromper dans les puissances de 2. Plus 1 fois 2 puissance 3, ce qui nous fait donc 1 plus 2 plus 8, ce qui nous fait 11 en base de 10. Bien. Alors, je vous donne un petit exercice. Convertissez-moi ce nombre-là avec la méthode 1 en utilisant le tableau et ce nombre-là avec la méthode 2 en utilisant une suite de puissance de 2. Allez, c'est parti. Celui-ci, poids de bits, le poids le plus faible, c'est-à-dire ça fait 1. Celui-ci à deuxième position, c'est 2. Celui-ci en troisième position, c'est 4. La cinquième position, la quatrième position, 0. La cinquième, 16. Ensuite, celle-ci, 32. Ce qui nous fait le nombre de 55 en base de 10. Celui-ci avec les puissances de 2, 0 fois 2 puissance 0, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 0 fois 2 puissance 2, plus 1 fois 2 puissance 3, plus 0 fois 2 puissance 4, 1 fois 2 puissance 5, plus 0 fois 2 puissance 6, plus 1 fois 2 puissance 7, ce qui nous fait 170 en base 10. Voilà pour ces deux exemples de conversion binaire décimale. Ce qui rapproche l'homme
de l'ordinateur. Après la version, le thème, les latinismes comprendront. Alors on va maintenant convertir un nombre décimal binaire après avoir converti un nombre binaire en décimal. Donc toujours deux méthodes, deux c'est mieux qu'une. Hein. On écrit le tableau correspondant au nombre binaire, à son poids et au nombre décimal correspondant. Et on va prendre l'exemple de 147 en base 10 à transformer en base binaire. À vous de jouer. Petit retrait du buste, on réapparaît. 147 en base 10, ça nous fait combien? Ben, on voit que 147 est une fois 128. Donc on sait déjà que le premier nombre, il vaut 1. 128 plus 64, c'est plus grand que 147. On oublie. 0, la bulle. 32 plus 128, ça fait 160. On oublie. 16 plus 128, là ça peut nous intéresser. 138 plus 6, 138 plus 6, ça nous fait 144, plus petit que 147. On prend. Alors on est à 144, eh ben, il nous faut 0, hein, parce que 8 plus 144 c'est trop. Plus 4, 144, c'est trop. Et plus 2, oui. Et plus 1, oui. Et voilà, 147. La base 10, je le transforme en base 2. Maintenant, deuxième méthode. Bien, quand vous avez votre nombre, par exemple 98, que correspond ce 8? Eh bien, si vous divisez par 10, 98, vous avez combien de fois? 9. 9 fois 10, et il reste 8. Le premier chiffre, par conséquent, est celui qui a le poids le plus faible. Ensuite, vous redivisez par 10, là ça vous fait 0, et il reste 9. Et voilà le deuxième chiffre que vous mettez devant. Donc ce 9, c'est 9 fois 10, et ce 8, c'est 8 fois 10 puissance 0. Pour les nombres binaires, c'est pareil. Si j'ai par exemple 98, je veux le transformer en base 2. Je ne vais plus diviser ça par 10, mais par quoi? Par 2. Donc 98 divisé par 2, eh bien, ça nous fait 49. 49 fois 2, ça fait 98. Et 0. Le premier chiffre sera donc 0. 49 divisé par 2, ça nous fait combien? Ça nous fait 24. 24 fois 2, 48, et il reste 1. Le deuxième chiffre, c'est 1. 24 divisé par 2, ça nous donne 12, et il reste 0. 12 divisé par 2, c'est 6, et il reste 0. 6 divisé par 2, eh ben, c'est 3, et il reste 0. 3 divisé par 2, eh ben, c'est 1, et il reste 1. 1. Voilà. J'encadre bien mes restes. Et le dernier pour la fin, 1 divisé par 2, ben, ça fait 0, et il reste 1. Voilà. Donc le 1, et voici le voilà. Voilà, 98 en base 10, qui vaut combien en base 2? Je groupe par paquet. Alors si je veux raisonner sur un octet, c'est-à-dire sur 8 bits, voilà le chiffre tel qu'il sera mémorisé dans l'ordinateur. Alors, pour vous entraîner, voilà deux nombres. Je vais vous donner 47 en base 10, que vous allez convertir en base 2, et puis avec la première méthode, et puis 111, qu'il va falloir convertir également en base 2 avec la seconde méthode. Prenons ce 47 en base 10, première méthode. Allez, je vous laisse faire. Vous mettez un petit coup sur pause, et vous revenez, tout frais dispo. 47 en base 10, regardons bien. Alors, on commence par le bit de poids le plus fort. 128 c'est 0, 64 c'est 0. 32, on met 1. 32 plus 16, ça fait 48. On met 0. Le 8, on met 1. Le 4, on met 1. Le 2, on met 1. Et le 1, on met 1. Voilà. 47 en base 10. Donné en base 2. Vérifions. 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 4, 7. 7. Plus 8, ça fait 15. 15 plus 32. 15 plus 32, 47, tout va bien. 111 en base 10, on y va. Alors là, ça va être long. 111 en base 10, eh bien, on divise par 2. On trouve combien? Eh bien, on trouve 55.
Il reste 1. Le 55, on le divise par 2, ça nous fait donc 26, non, 27 fois 2, 54, il reste 1. 27 divisé par 2, ça nous donne 13, il reste 1. 13 divisé par 2, eh bien c'est 6, il reste 1. 6 divisé par 2, eh ben, ça fait 3, il reste 0. 3 divisé par 2, c'est 1, il reste 1. 1 divisé par 2, c'est 0 et il reste 1. Et il ne reste plus qu'à écrire ce nombre. Attention, le 1 ici, c'est le bit de poids le plus faible, ce qui nous donne 1, 1, 1 en base de 10. 111, on a le droit de le dire là, vaut quoi? Eh bien, le premier chiffre c'est 1, le second c'est 1, le troisième c'est 1, le quatrième c'est 1, le cinquième c'est 0, le sixième c'est 1, le septième c'est 1 et le huitième, si c'est sur un octet, vaut 0. Voilà, 111 en base 10, traduit en base 2. Une grandeur analogique varie de façon continue au cours du temps. Exemple, bon, la température, la pression d'un gaz, une tension électrique, etc. Un capteur électrique va convertir la grandeur analogique en tension électrique analogique. Par exemple, le microphone va convertir les variations de pression de l'air en tension analogique. Le signal analogique tension électrique peut être par exemple visualisé sur un oscilloscope. Nous voyons bien que ce signal-là est continu. La transmission de signaux électriques analogiques est difficile. Par conséquent, on préfère numériser le signal avant de le transporter. Bien, qu'est-ce qu'on appelle la numérisation d'un signal analogique? Un signal analogique, par exemple une tension, c'est une grandeur physique qui varie de façon continue au cours du temps. Et on va transformer cette tension continue ensuite de 0 ou de 1 qu'on va ensuite enregistrer dans l'ordinateur. Alors pourquoi ceci? Parce que l'ordinateur lui ne comprend que les 0 et les 1. Et qu'également la tension analogique, elle, est difficilement transportable, alors que des suites de 0 et de 1, c'est facilement transportable par la fibre optique ou par des câbles. Bien, alors, prenons cet exemple de tension analogique. Première étape de la numérisation, l'échantillonnage. À l'instant t égale 0, on prend la valeur 0, le top d'horloge nous ouvre une porte et on échantillonne cette valeur de 0 volts. Ensuite, on quantifie cette valeur, c'est-à-dire qu'on la compare au pas de quantification qui est de 0 à 1 volt. Si la tension U est comprise entre 0 et P, la valeur binaire vaut soit celle-ci, soit celle-ci. Évidemment, si U est plus proche de P que de 0, la valeur binaire sera celle-ci, et dans le cas contraire, la valeur sera celle-ci. Bon, dans ce cas-là, la quantification nous donne une valeur de U plus proche de 0 que de P. Quelle est la valeur numérique correspondante à cette valeur de 0 volts? Eh bien, 0, 0, 0, 0. Nouvel échantillon au bout d'un instant T qu'on appelle TE, période d'échantillonnage. Au bout d'un temps TE, on reprend un échantillon de tension qui vaut 0,08 volts. La quantification nous donne quoi? Eh bien, 0,08 volts et la valeur numérique correspondante correspond à 0,001. Au bout d'un instant TE, nouvel échantillon de tension qui vaut 0,13 volts. Ce 0,13 volts, c'est une tension qui est comprise entre P et 2P. La valeur correspondante vaut 0,001, car 0,13 est plus proche de 0,10 que de 0,20. Donc P, 0,001, etc., etc. Voilà comment on transforme une tension analogique en une tension numérique qu'on peut ensuite transporter facilement. Alors, comment numériser un signal analogique? Eh bien, on va par exemple prendre l'exemple d'une tension U de T. Cette numérisation s'effectuera en 3 étapes. L'échantillonnage, le signal est taché régulièrement dans le temps, l'intervalle de temps entre deux valeurs numérisées et la durée d'échantillonnage TE. On prélève pendant la durée totale de l'acquisition un nombre fini n de valeurs de U de T.
avec une fréquence d'échantillonnage FE qui est l'inverse de la durée d'échantillonnage. FE égale 1 sur TE. En deuxième étape, la quantification qui correspond à l'opération de comparaison entre la valeur analogique, par exemple 15 volts, et sa valeur numérique la plus proche, par exemple 1, 0, 0, 1, 0, 1. Et la dernière étape, la numérisation, chaque échantillon quantifié est converti en une grandeur numérique par un dispositif électronique appelé le convertisseur analogique numérique, CAN. Sur cette image, on voit un exemple de tension analogique qui est dans un premier temps échantillonné, ici à chaque top d'horloge de l'ordinateur. Ces valeurs sont ensuite quantifiées, c'est-à-dire comparées entre leur valeur analogique et la valeur numérique la plus proche, puis numérisées, c'est-à-dire transformées sous forme binaire, c'est-à-dire soit sous forme de 0, soit sous forme de 1. Nous voyons par exemple que les deux premières valeurs de tension analogique correspondent aux valeurs numériques 0, 0, 0, 0. La troisième valeur analogique correspond au nombre binaire 0, 0, 0, 1, etc. À remarquer que le signal numérisé doit être le reflet exact du signal analogique pour que la numérisation soit de bonne qualité. Un petit exercice, déterminer la période T de la tension analogique ici, ensuite déterminer le nombre n de points d'acquisition sur une période T, en déduire la période TE d'échantillonnage, puis calculer la fréquence d'échantillonnage FE. Bien, commençons par déterminer la période T. Eh bien, ici, on a deux périodes T. Deux, c'est mieux qu'une. Deux périodes T égale 700 millisecondes. Par conséquent, T égale 350 millisecondes. Pendant cette période T, combien est-ce que j'ai pris d'échantillons grand N? Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 échantillons de tension. Que vaut donc la période d'échantillonnage TE? C'est l'intervalle de temps au bout duquel je reprends un nouvel échantillon. Eh bien, pour 350 millisecondes, j'ai 12 échantillons. Autrement dit, la période d'échantillonnage, TE, égale 350 sur 12, ce qui nous fait 29 millisecondes. Attention, pour trouver la fréquence d'échantillonnage, FE, eh bien, c'est l'inverse de la période, c'est-à-dire 1 sur 29 fois 10 moins 3, car l'unité légale de temps, c'est la seconde, ce qui nous fait une fréquence FE d'environ 34 Hz. 34 fois par seconde, la tension est échantillonnée, puis numérisée. À remarquer que la fréquence F de la tension est beaucoup plus faible que la fréquence d'échantillonnage, puisqu'elle vaut 1 sur T, c'est-à-dire environ 1 sur 0,0, 1 sur T, c'est-à-dire 1 sur 0,350, environ 3 Hz. On voit que la fréquence d'échantillonnage est 10 fois supérieure à la fréquence de la tension, de manière à avoir une bonne numérisation de la tension, c'est-à-dire un reflet numérique de cette tension qui est à peu près correct. Nous avons vu qu'un signal analogique peut être converti en signal numérique par un convertisseur analogique numérique. Qu'est-ce qu'on appelle le pas de numérisation? C'est la plus petite valeur de tension, si c'est une tension, que peut détecter le convertisseur analogique numérique. Il est donné par la formule suivante, plage de mesure sur 2 puissance n, n étant le nombre de bits avec lequel la tension est numérisée. Alors, par exemple, le nombre de bits, là ce serait 4. 1, 2, 3, 4. Toutes ces valeurs de tension analogique sont numérisées sur 4 bits. La plage de mesure, par exemple, la tension, elle peut être comprise entre 0 et 24 volts. Donc la plage de mesure, c'est 24 volts. Alors, un petit exemple, si cette plage de mesure vaut
24 volts et que le nombre de bits sur lesquels est numérisée cette tension vaut 8, calculez le pas de numérisation. Bon, vous l'aurez trouvé, P égale plage de mesure 24 volts divisé par 2 puissance 8, ce qui nous fait une valeur de tension de 97,75 millivolts. 97,75 millivolts. Bien, voilà pour le pas de numérisation. Je me cache à moitié parce que j'ai fait une petite erreur de calcul, c'est bien 93,75 millivolts. Désolé. Alors, quelques informations annexes sur ce pas de numérisation. Si la tension analogique est comprise entre 0 et le pas de numérisation qui vaut à peu près 100 millivolts, eh bien, la valeur numérique correspondant à cette tension sera soit 0000, soit 0001, en binaire. Prenons l'exemple. Si la tension ici a été échantillonnée, si sa valeur vaut 10 millivolts, quelle sera la valeur numérique associée? Eh bien, 0000, puisque cette valeur est plus proche de 0 que du pas P. Si la tension par contre vaut 80 millivolts, à ce moment-là, elle sera numérisée avec la valeur suivante, 0001. Alors si la tension est comprise entre P et 2P, elle peut prendre soit cette valeur, soit celle-ci en binaire. Ceci correspond au chiffre 1 en décimale et ceci correspond au chiffre 2 en décimale. Alors, que voudra la tension 100 millivolts et 180 millivolts en numérique? Ça y est, c'est trouvé? Bon. Ceci, c'est plus proche de P que de 2P. Donc la valeur de la tension numérisée sera 0001. Ceci, c'est plus proche de 2P que de P. Donc la valeur numérique correspondra à 0010. En conclusion, la plus petite variation de tension que peut repérer un convertisseur analogique numérique est appelée la résolution ou pas du convertisseur. Le pas P est donné par la relation P égale plage de mesure sur 2 puissance n, avec n nombre de bits avec lequel le nombre est numérisé. Exemple de pas, donc si la tension est stockée numériquement sur 8 bits, il existe 2 puissance 8 valeurs de tension numérique possibles. Si la plage de tension à numériser est de 24 volts, le pas de numérisation est de 93,75 millivolts. En simplifiant, 93,75 millivolts correspond au nombre binaire suivant, 24 volts correspond au nombre binaire suivant. Quelle est l'influence de la fréquence d'échantillonnage sur la qualité de la numérisation, par exemple, d'un son? Donc un son, le son, il est émis, il est converti par le microphone en tension électrique, tension analogique qui est représentée en noir. Voilà la période T. Alors imaginons que la période d'échantillonnage soit 1/10 de la période T, ce qui est le cas sur la courbe bleue. Eh bien, la tension analogique serait numérisée, aurait la forme suivante, en petit escalier évidemment, et on voit que cette tension numérique, que cette numérisation du signal respecte à peu près la tension analogique. Donc on peut dire qu'à partir d'une fréquence d'échantillonnage égale à 10 fois la fréquence f, on a une qualité de son numérisé qui est acceptable. Imaginons maintenant que la période d'échantillonnage ne soit plus que 1/3 de la période du son enregistré. À ce moment-là, courbe rouge, on voit que cette fois-ci, la tension numérisée n'est plus le reflet exact de la tension analogique. Donc le son, dans ce cas-là, va être mal numérisé et on aura à ce moment-là une qualité de son médiocre. Donc en règle générale, au moins une fréquence d'échantillonnage égale à 10 fois f pour avoir une qualité de son correcte. Et en théorie, Shannon nous dit qu'il faut que FE soit au moins supérieur à 2F pour que le signal soit numérisé correctement. Pour voir expérimentalement l'influence de la fréquence d'échantillonnage, vous pouvez aller dans le logiciel Audacity.
Ensuite, cliquez sur Édition, Préférences. Vous choisissez 96 000 Hz, ça veut dire 96 000 fois par seconde la tension est échantillonnée. Sur 32 bits, par exemple, dans ce cas-là, cliquez sur OK. Ensuite, enregistrez votre son. Ah là 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 là. Vous faites un stop. Fichier. Exportez. Vous l'exportez en format WAV. Vous l'enregistrez. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à l'écouter. Vous recommencez l'opération cette fois-ci en changeant les préférences. Vous l'exportez avec une fréquence par exemple de 8000 Hz, fréquence d'échantillonnage, sur un nombre de bits moins important. Vous cliquez sur OK, vous faites votre enregistrement. Ah là 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 là. Et puis, vous l'exportez toujours au format WAV et vous mettez essai 8000. Vous l'enregistrez et vous verrez que vos deux qualités de son sont vraiment différentes. La qualité de la conversion analogique numérique augmente avec la fréquence d'échantillonnage et le nombre de bits de numérisation. Plus le pas de quantification est faible, meilleure est la qualité du son. L'image numérique. Qu'est-ce qu'une image numérique? Donc, on appelle image numérique toute image acquise, créée, traitée ou stockée sous forme binaire, suite de 0 ou de 1. Pour acquérir des images numériques, on utilise des dispositifs comme les scanners, les appareils photo, les caméscopes numériques. On stocke une image numérique sur un support informatique comme une disquette, un disque dur, un CD-ROM. Une image numérique est constituée de points lumineux appelés pixels. Chaque pixel est constitué de 3 sources lumineuses, rouge, verte et bleue. Verte et bleue, évidemment, vous avez corrigé. Les images numériques sont définies par leur définition, leur résolution, leur couleur. La qualité d'une image est déterminée par le nombre total de pixels, la quantité d'informations contenues dans chaque pixel. On verra ensuite la définition de ces 3 paramètres d'une image numérique. Le codage rouge, vert, bleu sur 24 bits des couleurs. Sur le logiciel de M. Gastebois, vous pourrez régler la couleur de chaque pixel à l'aide des 3 couleurs rouge, verte et bleue. Par exemple, si la couleur rouge est à 100%, la couleur verte et bleue sont à 0%, vous n'aurez ici qu'une couleur rouge. Si maintenant je rajoute du vert et du bleu, vous allez avoir à ce moment-là le mélange de ces 3 couleurs, rouge, verte et bleue. Lorsque les 3 informations lumineuses ont exactement la même intensité et donc la même valeur numérique, et bien à ce moment-là, nous observons que la couleur est grise. Lorsque l'intensité lumineuse des 3 luminophore, ce qu'on appelle luminophore, a pour valeur 100, eh bien, la synthèse additive nous donne un pixel de couleur blanche. Par opposition, lorsque les 3 couleurs ont une intensité lumineuse nulle, à ce moment-là, le pixel est de couleur noire. Le codage de la couleur est réalisé sur 3 octets, donc 24 bits. Chaque octet représente la valeur d'une couleur dont l'intensité est comprise entre 0 pour intensité nulle et 255 pour l'intensité maximum. Ce codage est appelé le codage RVB. On peut ainsi coder près de 16 millions de couleurs, puisque le nombre de possibilités est de 256 fois 256 fois 256. Lorsque le codage de ces 3 couleurs vaut 0, eh bien, le pixel est de couleur noire. Au contraire, lorsque
les trois intensités lumineuses correspondent à 255, eh bien le pixel est de couleur blanche. Si les trois couleurs ont exactement la même valeur d'intensité, à ce moment-là, on obtient un pixel de couleur grise. Définition d'une image numérique. Qu'est-ce qu'on appelle la définition d'une image numérique? Bien, tout simplement, quand vous prenez une image numérique, elle a un certain nombre de pixels en largeur et un certain nombre de pixels en hauteur. Par exemple, pour la télévision numérique, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez la télévision numérique HD, elle a ici 1900 pixels et ici, elle a 1080 pixels. Autrement dit, la définition de l'image numérique que vous recevez sur votre télé vaut quoi? Eh bien, 1900 fois 1080, ce qui fait environ 2 fois 10 puissance 6 pixels. Plus évidemment il y aura de pixels, plus l'image sera de bonne qualité. La définition d'une image est donnée par le nombre de points la composant. En image numérique, cela correspond au nombre de pixels qui composent l'image en hauteur et en largeur. Un petit exercice donc réalisé avec le logiciel Paint, une image de 10 cm sur 10, sauvegardez-la avec le nom SC1 par exemple ou un autre nom, affichez ses propriétés, combien de pixels contient-elle en hauteur, en largeur, et combien de pixels contient votre image en tout, et quelle est sa définition. Eh bien, vous ouvrez tout simplement Paint, ensuite vous cliquez sur Propriétés, vous vérifiez que les unités sont bien en centimètres, vous faites donc une image de largeur 10 cm et de hauteur 10 cm. Vous cliquez sur OK. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh bien, à dessiner n'importe quoi, ça n'a pas trop d'importance. Puis ensuite, vous faites Enregistrer sous. Vous enregistrez dans le bureau un fichier que vous nommez essai. Vous enregistrez. Il ne vous reste plus qu'à cliquer bouton droit sur votre fichier, cliquez sur Propriétés. Les propriétés s'affichent et on voit que si on cherche le détail de ces propriétés, nous voyons que l'image possède 472 pixels en largeur et 472 pixels en hauteur. La profondeur de couleur signifie que l'image est codée, la couleur est codée sur 24 bits, autrement dit 3 octets. En conclusion, cette image possède 472 pixels en hauteur, 472 pixels en largeur. Sa définition est de 472 fois 472 et elle contient en tout 222 784 pixels. Attention, parfois on mélange le mot définition et résolution. La résolution d'une image est définie par le nombre de pixels par unité de longueur de la structure à numériser. Classiquement PPP, ce qui signifie point par pouce ou pixels par pouce pour des écrans. Un pouce est égal à 2,54 cm. Vous retournez dans Paint, ensuite vous cliquez sur cette icône, puis sur Propriétés. La résolution s'affiche 120 pixels par pouce, ça veut dire que sur une largeur de 2,54 cm, un pouce, eh bien vous avez 120 points lumineux ou 120 pixels. Bien, qu'est-ce qu'on appelle la taille en octets d'une image numérique? Bien, c'est la taille, ou c'est la place, si vous préférez, qu'occupe une image en mémoire d'ordinateur. Alors, imaginons une image et cette définition de 100 x 100, c'est-à-dire 100 pixels en largeur et 100 pixels en hauteur. La profondeur de couleur de cette image est 24. Ça veut dire que chaque pixel voit sa couleur codée sur 24 bits. 24 bits, ça fait 3 octets. Quelle serait la place que cette image va occuper dans l'ordinateur? Eh bien, il vient évidemment comme idée de faire quoi? Le nombre de pixels total, c'est-à-dire, le nombre de pixels total, c'est la définition, 100 x 100.
multiplié par quoi? Eh bien, par le nombre d'octets par pixel. Dans notre cas, le nombre d'octets par pixel, c'est 3. Si on fait le calcul, ça nous donnerait quoi pour la taille de cette image? Eh bien, 100 fois 100 fois 3, ce qui nous fait 30 000 octets, ou si vous préférez, ça nous fait 30 kilo-octets. Voilà pour la taille en octets d'une image numérique. Vérifions à l'aide de Paint que la taille est bien de 30 kilo-octets. Il faut fixer les propriétés, donc on clique sur cette icône puis propriétés. On règle en pixels la taille de l'image, on écrit donc 100 par 100. On clique sur OK, donc l'image fait plus que 100 pixels par 100 pixels, et donc bien plus petite que l'image précédente. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il ne nous reste plus qu'à enregistrer ici l'image. Alors, comment est-ce qu'on l'enregistre? On l'enregistre tout simplement au format BMP, bitmap. Ce format bitmap, eh bien, il correspond bien à 24 bits. Donc, chaque pixel va occuper 3 octets. On l'enregistre avec le nom essai 24 bits. Et puis, on va regarder ensuite sa taille. On clique bouton droit sur le fichier, ensuite on sélectionne propriétés, et puis on regarde les propriétés. On voit qu'effectivement la taille sur le disque est de 30 054 octets, on avait trouvé 30 000 octets. Alors la différence tient généralement au fait que dans le fichier, il a d'autres informations que les valeurs numériques des pixels, comme par exemple le type de fichier, l'heure à laquelle il a été enregistré, etc.